Sierra Lyon, deuxième jour. Nous sommes sur l'espace du Sierra Food Forum et nous allons poursuivre notre après-midi en recevant dans quelques instants Laurent Rau, directeur développement de corporate de la société Sodexo, pour évoquer la restauration collective d'entreprise. Le monde du food service est en permanente évolution et la restauration collective fait également les frais d'un changement sociétal, comportemental, notamment issu de cette pause Covid qui a rebattu les cartes de la restauration d'entreprise. On va donc en parler en détail et on va voir avec Laurent Rau comment cette restauration collective se réinvente ou tente de se réinventer. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir et de recevoir Laurent Rau, directeur développement corporate de la société Sodexo. Laurent Rau, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'avoir accepté cette invitation pour venir échanger avec nous. Vous êtes donc le directeur développement corporate Sodexo. Un mot peut-être sur votre titre et votre fonction au quotidien. Que faites-vous au cœur de Sodexo? Je développe les activités en France sur la partie du segment des adultes au travail qui nécessitent des repas de qualité à Paris ou en province, des activités de service sur leur immeuble et elles se développent beaucoup, et aussi des choses plus spécifiques autour des activités de maintenance, puisque Sodexo est propose des services très variés à ses clients pour les suivre tout au long de la journée. Alors si on veut directement aller au cœur de notre sujet, la thématique nous dit réinventer la restauration d'entreprise. Alors est-ce que vous avez décidé de la réinventer, cette restauration, ou est-ce que vous avez été quelque part un peu obligé de le faire parce que ça bougeait de part et d'autre? Il y a la réponse dans la question, c'est-à-dire qu'on évoluait bien sûr sous pression de nos convives depuis plusieurs années, qui évoluaient considérablement dans leurs attentes. Là, il y a eu une rupture profonde de la consommation des bureaux qui deviennent en fait des hôtels-bureaux dont on va 2-3 jours. Alors bien sûr, il y a des différences entre la province et Paris, entre les usines et les bureaux tertiaires, mais il y a une vraie rupture dans la consommation et l'acte des bureaux. L'acte de consommation est vraiment différent par rapport à nos métiers. Est-ce que la crise de la Covid a été un marqueur, quelque chose qui a vraiment fait changer les choses, qui vous a obligé à revoir votre copie? On avait beaucoup d'enquêtes nous amenaient à penser que ça allait changer. Il y avait de moins en moins de monde dans les bureaux déjà, il y avait une érosion de la présence dans les bureaux. Les gens étaient de plus en plus non captifs, alors qu'on a connu pendant 50 ans une clientèle captive. Ils ne l'étaient de moins en moins. Ils consommaient de la restauration de vente à emporter chez eux, et du coup, cette consommation de vente à emporter, elle a eu des conséquences sur le comportement social des utilisateurs. Donc on avait déjà ce sentiment-là, et on avait analysé ça, et le groupe Sodexo s'était mis en disposition de pouvoir répondre à ces attentes, en rachetant des startups, de la food tech par exemple, capables de livrer une autre forme de repas le midi. Vous savez, quand vous tenez un restaurant d'entreprise et que vous voyez des pochons qui sont à la sortie de l'immeuble en train d'être livrés et que vous avez vous-même un restaurant d'entreprise, vous vous posez des questions. Et ce sujet-là était déjà prégnant depuis au moins 6 ou 7 ans. Oui, parce que pour que l'on comprenne bien les choses, on peut se dire qu'il y a 20-30 ans, lorsque vous travailliez en entreprise, vous descendiez tout à fait logiquement dans le restaurant qui était mis à votre disposition pour prendre un repas qui vous semblait comme quelque chose de normal, et vous ne vous posiez pas la question. Puis depuis une dizaine d'années, on peut dire ça comme ça, une dizaine d'années, effectivement, il y a une certaine concurrence, et j'utilise ce mot-là parce que ça vous amènera à expliquer autre chose plus tard, mais il y a une certaine concurrence qui s'est installée, c'est-à-dire que les gens sont allés voir ailleurs pour une diversité, pour tout un tas d'autres raisons. Et donc c'est à ce moment-là, j'imagine, que vous avez aussi commencé à vous poser ces questions, de se dire comment est-ce que moi, restaurant d'entreprise, je peux offrir une réponse favorable pour que les gens reviennent dans mon restaurant. Oui, en fait, tout repose sur l'expérience. Préalablement, il fallait servir un repas de qualité le midi, en un temps record. Les Français mangent de midi et demi à 1 heure, à peu de choses près, et c'était des gros volumes, souvent. Il fallait vraiment qu'on réponde à l'enjeu logistique et de fraîcheur et de préparation de mets qui était renouvelé tous les jours. C'est déjà un sacré challenge. Il y a un autre challenge maintenant, qui est de vivre dans la variabilité permanente, d'être capable de suivre le consommateur de 8 h du matin à 8 h du soir, voire chez lui, puisqu'on dessert aussi le télétravailleur.
Donc ça veut dire essayer de le suivre tout au long de la journée. Et ce n'est pas du tout le même mindset. Le premier est un mindset très industriel, en fait, qui nécessite d'être très précis dans les process. Le deuxième est un mindset de restauration commerciale. Chaque consommateur qui vient doit être capté, doit être satisfait. Et donc, ça veut dire qu'il faut connaître l'expérience, qu'est-ce qu'il veut vivre, comprendre les différentes personnes qui composent un groupe d'individus dans une usine, dans un centre de R&D ou dans des bureaux. Et c'est ça notre enjeu, c'est comprendre l'expérience attendue et faire en sorte que nos salariés qui étaient là et qui sont encore là et que nous allons maintenir dans leur emploi comprennent cette transformation. Et comment est-ce que vous vous y prenez? Parce que je pense que c'est loin d'être simple de capter les envies d'une population qui est totalement diverse dans des bureaux. Et puis je pense que vous vous adressez en plus à des sociétés qui peuvent compter plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs. Alors peut-être pas plusieurs milliers, mais en tout cas jusqu'à 1000, 1200 collaborateurs. Déjà, nos réponses sont beaucoup plus étroitement liées à nos clients. On dit souvent que nos métiers, c'est du service B2B. Et c'est vrai que nous aussi, nos clients ont des enjeux considérables d'attractivité. Nous pensions que c'était déjà le cas il y a quelques années, mais c'était quelque chose d'assez virtuel. En revanche, maintenant, ce qui se passe, c'est que nos clients, les entreprises, ont des problématiques d'attractivité majeures, absolument majeures. Et pour eux, délivrer un repas de qualité le midi, de grande qualité, qui ressemble à quelque chose que les consommateurs veulent, ça devient ultra stratégique. C'était important pour eux avant. Certains considéraient que c'était anecdotique. Ça devient ultra stratégique. Pour prendre cet exemple du repas, il y a d'autres services que nous délivrons, mais le repas devient un moment. Pourquoi stratégique? Parce que la personne qui est chez elle pour travailler, elle ne se fait pas un repas aussi qualitatif. Quand elle est chez elle, elle a une absence de socialisation. Donc le repas du midi devient un endroit où les gens se réunissent, font des réunions de service, se parlent et viennent au bureau d'ailleurs pour manger, en fait, pour participer à cet échange-là. Et ça devient, pour nous, c'est à la fois, on a vécu une grande dureté dans cette baisse de chiffre d'affaires et d'activité, mais c'est aussi une formidable chance parce que nos métiers de bouche sont revitalisés dans toutes les entreprises. Encore faut-il pouvoir subvenir aux besoins des gens au niveau tarifaire, mais c'est pour nous une formidable opportunité de rebond. Comment d'un repas servi, on passe à offrir une expérience? Alors c'est simple, dans votre journée de travail, vous, monsieur, vous avez des choses positives et des choses négatives. Quand je les décris, je sais ce qu'il faut que j'enlève. Vous avez 4 ou 5 choses négatives dans votre vie, et notamment quand vous arrivez au bureau. Ben, quand je travaille avec mes équipes à sélectionner, en interrogeant les gens, à limiter ces 5 choses négatives, ce qu'on appelle des cailloux dans la chaussure, vous participez à que des bons moments au bureau. Attendre dans une queue de self, il fut un temps où c'était normal. On attendait 10 minutes avant d'être servi. Maintenant, c'est moins normal. Avoir un plat qui est moyen, c'était acceptable 5 jours par semaine, une fois de temps en temps, d'avoir un plat moyen. Maintenant, un plat moyen, quand je fais ça chez Deliveroo, je suis remboursé tout de suite. Donc, au bureau, tout doit être exemplaire. Donc, ça veut dire qu'il faut être modeste, on est des hommes et on vient de loin, mais ça veut dire que c'est un but à atteindre. Et pour nous, encore une fois, c'est une remarquable chance de rebond, de motiver nos équipes vers d'autres engagements. Encore faut-il y parvenir, mais il faut être modeste, encore une fois, mais c'est vraiment magnifique parce que ça nous réinvente aussi. Comment est-ce qu'on améliore cette expérience? Est-ce que je peux deviner que, je dirais, le digital s'est initié aussi dans votre mode de fonctionnement pour peut-être permettre d'anticiper sa venue, d'anticiper même sa propre commande? C'est de cela dont il s'agit? C'est exactement ça. C'est-à-dire que le digital est un facilitateur, ne remplace pas l'humain, mais réserver ses places dans son bureau. Regardez, on a des témoignages de collaborateurs qui se téléphonent dans une même entreprise pour savoir quel est le menu sur l'application que nous proposons, en disant jeudi, il y a un menu qui me plaît bien, on se donne rendez-vous jeudi au bureau. Ça veut dire que le repas du midi, vu sur tablette, est un facilitateur de rendez-vous entre collègues le jour où on doit aller au bureau. Donc c'était quelque chose d'extrêmement virtuel il y a quelques années, qui commençait à poindre. Là, c'est très actif. On va au bureau, dans des endroits où on mange bien, dans des lieux de restauration où on a envie de manger, moins cher qu'à la maison. Et donc, c'est quand même quelque chose de fantastique. Donc, le digital, un digital bien fait, cherche parmi les 5 points embêtants, les 5 cailloux, à relever, à aider à enlever les cailloux, l'attente, la lisibilité, l'information, la vitesse de livraison, par exemple. Ce sont des points qu'on améliore. On peut dire que vous avez repris ou que vous vous êtes rapproché du fonctionnement de la restauration commerciale? Alors sur le contenu food, on avait déjà cette vocation et cette ambition. La restauration collective, quoi qu'on en dise, a beaucoup évolué au cours des dernières années, notamment dans ce sens-là. Pas partout, mais globalement beaucoup évolué. Là, il y a eu un accélérateur. Et
Et ce rapprochement avec la restauration commerciale, il est lié aussi au mode de consommation des gens qui veulent des produits plus simples, plus lisibles, extrêmement bien faits, très frais. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc même nos plans de menu ont changé. Même nos belles recettes ont évolué. Parce que peut-être vous-même ou les gens qui sont présents dans la salle mangent chez eux des produits lisibles, des belles pizzas, des beaux sushis, des produits de terroir, des produits locaux. Il faut leur proposer en restauration collective. Ouais, vous parliez justement de repas moyens acceptables un temps et beaucoup moins aujourd'hui. Donc je comprends par là que vous avez cherché à améliorer la qualité de vos assiettes. Comment est-ce qu'on s'y prend? On modifie son sourcing? On modifie sa façon de faire? Les deux, mon général, enfin les trois, les quatre. C'est-à-dire que le sourcing local était déjà beaucoup travaillé en France. Et c'est vrai qu'il y a une exigence, c'est plus une exigence éthique des entreprises comme la nôtre, mais aussi de nos consommateurs, de vouloir s'approvisionner en France, qui est un pays incroyable en termes de produits. Encore faut-il avoir les volumes et être capable de les livrer dans de grandes quantités à des centaines de points. Donc l'exigence, elle est portée sur le produit. L'exigence, elle est portée sur la formation des salariés en recettes. Les recettes de cuisine sont normées et ont été souvent mal maîtrisées parce qu'en fort volume. Là, on revient aux fondamentaux de la recette. Ensuite, il y a le dressage. Et le dressage, il est très important pour mettre en appétit les gens. Donc, on rebalaye tout ça. Mais de plus en plus, ce qu'on observe, c'est aussi le comportement des consommateurs, de nos salariés à la destination. C'est là où on se rapproche aussi de la restauration commerciale, qu'on n'avait pas forcément beaucoup travaillé. On ne sert plus quelqu'un dans un immeuble de bureau comme on le servait avant. C'est-à-dire que le comportement est un comportement de restauration commerciale qui n'est pas le même que la restauration collective. Donc il faut vraiment être force de conseil, agréable, hôtelier. Et ce sont des comportements qu'on n'avait pas forcément parce qu'encore une fois, sortir des centaines de couverts en 3/4 d'heure l'heure du midi, c'était pas ça la priorité. Et ça le devient parce qu'il y a moins de monde le midi, on a plus de temps pour ça et c'est attendu par les consommateurs. Pour la préparation des repas, si on parle effectivement de performance pour répondre aux attentes de votre clientèle, ces repas sont préparés dans l'entreprise ou ils sont livrés déjà prêts? Quelles sont les solutions qui ont été mises en place? Une grande majorité des repas sont fabriqués sur place, sauf pour certains segments qui, pour des raisons d'optimisation, notamment dans l'éducation, ont été fabriqués dans les grandes cuisines centrales. Enfin, qui dit cuisine centrale dit pas repas de moins bonne qualité quand ils sont bien préparés. Notre solution à nous est plutôt de fabriquer sur place. Mais donc, certains de nos clients se posent des questions en ce moment avec la réduction du nombre de couverts, de la disparition des cuisines. Vous savez qu'on a aussi des programmes immobiliers, notamment aux États-Unis, et ça commence à arriver en France, enfin surtout aux États-Unis, où des immeubles, des appartements sont conçus sans cuisine. C'est-à-dire que les gens commencent à habiter dans des appartements où il n'y a plus de cuisine, parce qu'ils font 100% de livraison chez eux. Et c'est en train de nous arriver. Donc, il y a aussi des propriétaires qui voient le coût d'une cuisine et qui nous disent comment pouvez-vous réduire la surface et l'investissement de cette cuisine. Donc on est en train de trouver des solutions, de chercher des solutions pour essayer de s'adapter. Comme on essaie de s'adapter à 100% d'une clientèle de consommateurs, on essaie de s'adapter à beaucoup de nos clients décideurs. Et certains de nos clients décideurs sont des promoteurs immobiliers qui veulent augmenter la taille des surfaces communes de partage et diminuer les back-office pour permettre ça. Alors ça, c'est une gageure qui est en train d'être introduite et qui, je pense, risque de se renforcer dans les années à venir. Donc ce qui vous obligerait à avoir des ateliers de production complémentaires, capables de livrer probablement des semi-séries, parce qu'il faudra quand même cuire sur place. Je pense que la cuisson au dernier moment est très importante. Pour la fraîcheur des produits, elle est très importante. Puis on imagine aussi pour l'intérêt du cuisinier qui est présent dans vos équipes, parce qu'on a beaucoup parlé des clients, de l'expérience client, mais j'imagine qu'un restaurant d'entreprise qui fonctionne bien et qui se réinvente, c'est aussi une manière différente de regarder son personnel pour l'aider lui aussi à aller dans le bon sens et à vivre son travail dans les meilleures conditions possibles. Bien évidemment, bien évidemment. On a des gens qui, globalement, dans notre métier, se lèvent très tôt, sont des producteurs, et le fait de réinventer leur métier est aussi quelque chose qui est une bouée de secours pour eux, quoi. Et donc, c'est effectivement fondamental pour nous de ne pas casser ce geste du cuisinier. D'ailleurs, ce qui est marquant, c'est qu'on n'a jamais embauché autant de pâtissiers, de très bon niveau d'ailleurs, de très très bon niveau, parce qu'ils y trouvent leur intérêt de venir chez nous. Mais c'est-à-dire que la pâtisserie redevient quelque chose de fondamental, parce qu'elle avait été un peu oubliée. On voulait des produits frais, des belles salades de fruits. Et là, les pâtissiers sont en train d'être embauchés à tour de bras par notre entreprise parce que les clients veulent se faire plaisir. Donc ça prouve bien que le noble métier est en train de résister, quoi. Qu'est-ce qui attire les professionnels pâtissiers, cuisiniers chez vous? Pourquoi viennent-ils aujourd'hui?
Il y a plusieurs arguments. C'est-à-dire que quand ils font les premières visites, ces métiers sont très peu enseignés en école hôtelière et peu connus. Mais quand ils découvrent le produit qu'on travaille, qui est un beau produit, avec des recettes, avec des beaux outils, ils se disent mais c'est quand même intéressant. Deuxième chose, beaucoup ont fait de la restauration avec des coupures, en coupure. Et donc ils découvrent ce que c'est que de ne plus avoir de coupure. Enfin, troisième chose, ils peuvent évoluer. C'est-à-dire que beaucoup de nos cadres dirigeants d'ailleurs, certains cadres dirigeants et cadres intermédiaires ont commencé comme commis. C'est-à-dire qu'il y a une force de progression dans les groupes comme les nôtres qui est quand même extra. Donc il y a un mélange de tout. C'est-à-dire qu'on travaille un produit qui est quand même assez noble, qui n'est peut-être pas aussi noble que les restaurants de grand niveau d'étoilés Michelin, mais c'est un très beau produit frais français, travailler dans de bonnes conditions. Et en plus, maintenant, on va mettre un peu plus de rapport entre le consommateur et le cuisinier. On va les faire aller en salle, on va les faire distribuer des produits. Donc, la noblesse du métier va être reconnue. Ils vont pas simplement être des producteurs. Donc ça, c'est super, quoi. Oui, c'est ça. On n'a plus dans le cuisinier caché avec cette tenue blanche qui reste et qui fait juste. Ou ça, Charlotte. Ouais. Non, c'est avec une toque, au service, en train de discuter, en ayant plus de temps à passer avec. Enfin, c'est notre ambition. Après, il faut encore une fois être modeste. On a des centaines de restaurants et on est en train de transformer tout ça parce que vraiment, on est vraiment dans une course à la. Notre clientèle n'est absolument plus captive. Absolument plus captive. Elle va venir 2 jours dans le restaurant, 2 ou 3 jours par semaine. Il faut vraiment qu'elle soit satisfaite à 100%. Qui réfléchit les menus aujourd'hui? C'est un collège de chefs? C'est le chef des cuisines? Oui, c'est le chef qui cuisine. Alors, il y a des menus qui sont faits parce qu'on a des offres, différents types d'offres, qui sont plus ou moins adaptés à des populations. Mais in fine, c'est nos chefs qui font les recettes sur place. Et le chef a toute sa place encore dans le fonctionnement, bien sûr. C'est vraiment le chef, le directeur de ces cuisines. Le chef est la partie la plus importante. Alors chef de cuisine, chef de production selon la taille des cuisines, mais c'est lui qui est à la baguette. Il y a une chose aussi, je crois, qui a évolué, en tout cas une chose auquel vous faites encore plus attention aujourd'hui, c'est les conditions de travail, la sécurité au travail, voilà, pour éviter qu'il y ait des blessures. Je crois qu'il y a une grande partie d'attention portée sur ces faits-là. En fait, la prise de conscience de notre groupe, comme d'autres groupes, mais la nôtre est vraiment très, très virulente. On ne peut pas s'occuper correctement des consommateurs si on ne s'occupe pas nous-mêmes très précisément de nos salariés, bien sûr. Et s'occuper de ces salariés, la première chose, c'est de s'assurer de leur sécurité. Donc, ça devient un espèce d'ADN, la sécurité du personnel. Il y avait coutume de laisser les gens ça rentrait dans le métier de se brûler ou de se couper. On considère que ça devient inacceptable. Donc, de très gros plans de formation et d'accompagnement managériaux sont faits pour qu'on tende vers le zéro accident, y compris en cuisine, ce qui est aussi un sacré challenge vu la tradition dont on hérite. Un point qui va réunir, je dirais, à la fois l'expérience client et aussi l'expérience salariée. On a beaucoup parlé depuis hier et encore aujourd'hui, encore ce matin, d'éco-responsabilité. Ça aussi, ça fait partie des points qui attirent et vos clients et les salariés qui viennent cuisiner ou pâtisser chez vous. Coutume de dire que ça attire tout le monde. C'est-à-dire que je pense que les engagements que prennent les grandes entreprises au niveau actionnarial doivent être exemplaires parce qu'elles sont toutes citoyennes. Quoi qu'on en pense, une grande entreprise française comme la nôtre a des actionnaires qui sont français, qui discutent avec les pouvoirs publics et doivent être exemplaires. Donc il y a effectivement un mouvement de fond au niveau de la tête des entreprises, mais aussi au niveau de nos consommateurs. C'est-à-dire que ce qui était un peu anecdotique, j'ai rencontré encore une fois un client, une entreprise très connue qui voulait du bio dans les années 80-90. Il voulait qu'il y ait au moins 20% de bio dans son self. Il est toujours notre client, mais maintenant, alors le bio a peut-être été transplanté par les produits locaux, même s'il y a encore des clients qui veulent vraiment 20% de bio, en tout cas des signes de qualité. Mais c'est un mouvement de fond. Je pense que, très honnêtement, ce que nous pensons, c'est que, personnellement, plus on passera des étés à 41 degrés ou 42 degrés, plus ces choses-là vont s'imposer à nous avec une violence qui est rare. Tout le monde le dit. Dans nos restaurants, il y a des mesures sur le gâchis, sur le plastique, et aussi sur le végétal, même si on se refuse pas à mettre de la viande française de grande qualité, mais ça veut dire, parce que le choix est libre, mais ça veut dire qu'on a un très fort travail à faire dans ce domaine. À la tête des entreprises qui sont cotées, mais aussi dans les salariés. Quelles sont les lois auxquelles vous êtes soumis? Vous êtes Egalim? Egalim va s'imposer à nous, bien sûr, et Egalim à nous, notamment sur les marchés publics. Et c'est déjà le cas dans notamment la restauration de l'éducation et de l'enfance, la petite enfance. Et en fait, vous savez, il y a quelques années, il y a une grande loi, des lois sur la nutrition des enfants qui étaient portées par un collège d'experts qui s'appelait le GPEMDA. C'est orienté sur la restauration publique scolaire.
et nous a influencé dans le monde de l'entreprise. C'est exactement pareil avec la loi Egalim. Alors le problème de la loi Egalim, c'est qu'elle a que du bon sens, mettre des signes de qualité. Mais il y a un espèce de télescopage en ce moment avec une inflation à 15 ou 20 points. Et du coup, on est tous en train de discuter avec les pouvoirs publics, et notamment notre syndicat professionnel, pour dire, attendez, la loi Egalim, il faut des aménagements. On est tous pour cette loi Egalim, mais à ce moment-là, il faut que les prix soient répercutés. Et comment répercuter les prix dans une forte inflation? Donc ça amène des débats, mais personne n'est contre ce sujet-là, puisque ça vise à prendre des produits de qualité, de terroir, et les amener dans les assiettes de nos consommateurs. Mais encore faut-il qu'il y ait un juste prix. Un mot justement avant de terminer, parce que c'est quand même le quotidien et le quotidien de beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers qui sont présents dans les allées du Syrah. L'inflation, elle est marquante et impactante pour tout le monde. Comment est-ce qu'on la gère quand on tient un restaurant collectif? Parce que pour rester à la fois aussi compétitif et pour gérer ses coûts. Je considère que cette inflation sur les matières premières, les grandes entreprises que les nôtres sont très bien organisées au niveau achat, est très respectueuse des fournisseurs avec qui on travaille parfois depuis 20 ou 30 ans. Donc elle s'impose à nous. Cette inflation, elle est lisible, elle s'impose à nous, donc nous devons la proposer à nos consommateurs, à nos clients. C'est un taux de TVA, l'inflation, hein, c'est ni plus ni moins. Donc on n'a pas à faire des efforts sur cette inflation. Cette inflation, elle s'impose à nous. On va voir nos clients, on est transparent, on ouvre nos catalogues achats, on ouvre nos inflations, et le client, soit il considère que certaines parties de cette inflation doivent être répercutées aux convives, soit pour des raisons sociales, il décide lui-même d'en absorber une partie. Parce que certains clients ont la capacité de payer une partie de la partie alimentaire pour les consommateurs. Donc c'est deux choix, mais en tout cas, notre but, c'est d'être transparent avec nos clients. Un mot peut-être qui servira de conclusion. Comment est-ce que vous vous projetez, si vous avez déjà réfléchi, je dirais à 5 ou à 10 ans, mais en tout cas peut-être à 5 ans, comment va évoluer la restauration collective d'entreprise? C'est une question qui est complexe parce que les prévisions, beaucoup de gens font des prévisions à long terme. On a beaucoup d'analyses prospectives. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que les gens mangent bien tous les jours, à titre personnel, dans l'entreprise. Donc je pense qu'elle sera beaucoup plus simple, je pense en termes de plats choisis, plats produits, mais elle sera ultra qualitative et disponible tout au long de la journée. C'est un mouvement de fond qui nous arrive. Donc elle existera toujours, surtout en France, parce que l'avantage de ce groupe auquel j'appartiens, c'est qu'on voit la restauration dans le monde entier. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, en Italie, en Espagne, pays méditerranéens, il y a une importance de la restauration et du lien social autour de cette restauration qui est absolument fondamentale et qui restera. Enfin, on fait le vœu qu'elle restera. Ça veut dire qu'elle sera de plus en plus élaborée, subtile. Les niveaux de service seront très, très, très multipliants. Des restaurations servies chez vous, manger le matin tôt, tard le soir dans vos bureaux, tout au long de la journée. Donc les modes de service seront très différents, très, très variables. En revanche, la qualité sera toujours là et sera toujours poussée par les pouvoirs publics comme par les clients et les consommateurs. Et là, je pense que la jeune génération qui est en train d'arriver, qui n'a pas encore complètement fait acte d'achat, est en train de pousser vers l'éco-responsabilité et ça va être pas un must, mais une obligation. Ça va être de l'ADN de chaque groupe de faire le mieux possible dans ce domaine-là. Merci Laurent Rault. On va proposer aux personnes qui ont assisté à notre échange à poser une question. Est-ce que vous auriez une question à poser à Laurent Rault avant que nous le libérions? Il vous suffit de lever la main. On vous apporte un micro et vous pouvez poser votre question. Pas de questions, vous êtes sûr? Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à applaudir Laurent Rault. Voilà, d'être venu, directeur développement corporate pour Sodexo, voilà, pour parler de ce retour à la nature et de cette réinvention du restaurant et de la restauration collective à l'entreprise. Vous restez avec nous un instant. On va, juste pour la suite, pour vous donner un petit peu le programme avant que l'on ne se quitte et que l'on conclue cette journée sur le Syrah Food Forum, une nouvelle découverte d'un projet Syrah Future Food dans quelques minutes. Et puis à 16h55, la dernière table ronde de cette journée pour ce Syrah Lyon 2023. Nous parlerons alimentation et territoire avec 3 intervenants. Jérémy Tienne, qui est conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, également Maya Dabdar, directrice de la commission des arts culinaires d'Arabie Saoudite, et enfin Alexander Cruz, qui nous vient du Québec. Il est stratège d'affaires pour l'école B. À tout à l'heure si vous voulez en savoir plus.
There's a pouring light.